Dans une petite ville côtière isolée, une biologiste marine est la seule à comprendre un avertissement terrifiant, non pas émis par des machines, mais par les baleines qu'elle étudie. Face à l'incrédulité des autorités, elle doit faire un choix impossible. Se taire ou déclencher l'alarme elle-même et risquer d'être traitée comme une folle. C'est une course contre la montre, où l'écoute de la nature se heurte au scepticisme du monde moderne. Si vous aimez les histoires de courage face au désastre, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde du docteur. Arlena Rousseau était un monde de bleu profond et de champs ancestraux. Depuis sa petite station de recherche perchée sur les falaises de Port-Sauvage, une ville côtière isolée balayée par les vents de l'Atlantique, elle passait ses journées à écouter les conversations des géants. Ses sujets d'étude n'étaient pas des cellules dans une boîte de pétri, mais les baleines à bosse, ces créatures magnifiques et nomades qui utilisaient les eaux riches au large de la côte comme nurseries et terrains d'alimentation. Arlena était une sommité dans son domaine, la bioacoustique marine, mais elle était aussi une solitaire, une femme qui avait toujours trouvé plus de réconfort dans la compagnie des cétacés que dans celle des humains. Sa station était un enchevêtrement de technologie et de simplicité. Des hydrophones de pointe, immergés à plusieurs kilomètres au large, captaient le moindre son de l'océan, le transmettant à une série de serveurs qui bourdonnaient doucement dans une petite pièce. Le reste de sa maison était spartiate, rempli de livres sur l'océanographie, de cartes marines et de croquis de nageoires caudales, chacune aussi unique qu'une empreinte digitale. Pour les habitants de Port-Sauvage, un village de pêcheurs où les traditions étaient aussi dures que le granit des falaises, elle était la femme aux baleines, une excentrique sympathique mais un peu étrange, une scientifique dont le travail semblait abstrait et inutile. Il la respectait pour sa connaissance de la mer, mais se méfiait de ses graphiques et de ses analyses informatiques. Leur propre connaissance était empirique, transmise de génération en génération. Elle était basée sur la couleur du ciel, la direction du vent, le comportement des mouettes. Les chants complexes des baleines, pour eux, n'étaient qu'un bruit de fond, une curiosité de la nature. Pour Arlena, ces chants étaient un langage. Elle avait passé 20 ans de sa vie à en déchiffrer la grammaire, la syntaxe. Elle pouvait reconnaître les individus par leur voix, distinguer les chants de séduction des appels de contact, les vocalisations d'une mère à son baleineau des conversations complexes entre mâles. Elle avait découvert des dialectes régionaux, des modes musicales qui se propageaient d'un groupe à l'autre à travers l'océan, comme une chanson populaire. Son travail était une quête sans fin pour comprendre une intelligence profonde et non humaine. Ces dernières semaines, l'océan était particulièrement bruyant. Une super colonie de baleines à bosse, plus nombreuse que tout ce qu'elle avait jamais enregistré, s'était rassemblée dans la baie. Les eaux étaient riches en krill, et les chants étaient d'une complexité et d'une beauté à couper le souffle, une symphonie de gémissements profonds, de cris aigus et de clics rythmés qui emplissaient ses écouteurs jour et nuit. C'était un âge d'or pour ses recherches. C'est un mardi matin, alors qu'elle calibrait l'un de ses hydrophones, qu'elle remarqua la première anomalie. Ce n'était presque rien. Une note. Une seule note, tenue par un grand mâle qu'elle avait baptisé Léviathan, était légèrement plus basse que d'habitude. Une micro-variation, un quart de ton, imperceptible pour une oreille non entraînée. Mais pour Arlena, dont l'oreille était calibrée par des années d'écoute, c'était une faute de frappe dans un texte sacré. Elle vérifia son équipement. Tout était parfaitement calibré. Elle rejoua l'enregistrement. La note était bien là, légèrement fausse. Elle haussa les épaules. C'était probablement une simple variation individuelle, une humeur de la baleine. Mais au fil de la journée, elle remarqua d'autres anomalies. D'autres mâles commençaient à intégrer cette même note légèrement plus basse dans leur chant. Puis, les femelles, habituellement plus silencieuses, commencèrent à émettre une série de grognements de basse fréquence, un son qu'elles n'associaient normalement qu'à un état de stress ou d'alarme. Le soir, la symphonie avait changé. La beauté complexe et mélodieuse avait laissé place à quelque chose de plus chaotique, de plus dissonant. C'était comme si l'orchestre, autrefois parfaitement accordé, commençait à jouer faux. Un sentiment de malaise, une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à définir, s'installa en elle. Elle ne le savait pas encore, mais elle était la seule humaine sur la planète à entendre le premier avertissement, le premier murmure d'une catastrophe qui se préparait à des milliers de kilomètres de là, dans les profondeurs silencieuses de l'océan. La nuit fut courte et agitée. Arlena dormit par intermittence, son casque sur les oreilles, incapable de se déconnecter du chœur étrange qui montait des profondeurs. La dissonance s'était intensifiée. Les chants, autrefois structurés en thèmes et en phrases répétées, étaient devenus fragmentés, erratiques. Les baleines semblaient s'interrompre les unes les autres, leurs vocalisations se superposant dans une cacophonie angoissante. Le plus troublant était l'utilisation de fréquences inhabituelles. Les baleines à bosse communiquent principalement dans une plage de fréquences relativement basses, mais cette nuit-là, elles commençaient à émettre des sons très aigus, des sifflements et des cris qui se situaient à la limite supérieure de leur répertoire connu. C'était comme si elles essayaient de crier par-dessus un bruit de fond qu'elle, Arlena, ne pouvait pas entendre.
Au lever du soleil, elle était déjà devant ses écrans, ses yeux rouges de fatigue parcourant les spectrogrammes, ses représentations visuelles du son. Les images confirmaient ce que ses oreilles lui disaient. Les lignes élégantes et ordonnées des champs habituels avaient été remplacées par un gribouillis chaotique de signaux. C'était l'équivalent visuel de la panique. Elle commença une analyse plus approfondie, comparant les données en temps réel aux archives de ses 20 années de recherche. Jamais, même lors de tempêtes violentes ou de passages de grands navires, elle n'avait enregistré un comportement acoustique aussi anormal et aussi généralisé. Ce n'était pas un ou deux individus, c'était toute la population de la baie qui semblait être en état d'alerte maximale. Elle sortit sur sa terrasse, ses jumelles à la main, et scruta la surface de l'océan. D'habitude, à cette heure, la baie était le théâtre d'une activité spectaculaire. Des sauts, des claquements de nageoires, des souffles puissants projetant des arcs-en-ciel dans la lumière du matin. Aujourd'hui, la mer était étrangement calme. Mais ce n'était pas un calme paisible. C'était un calme tendu. Les baleines ne sautaient pas. Elles se regroupaient, formant des agrégations denses, leurs corps sombres se déplaçant de manière synchronisée, comme une armée se préparant à une bataille. Et elles se déplaçaient. Lentement mais sûrement, toute la supercolonie se dirigeait vers le large, vers les eaux profondes, s'éloignant de la côte. Ce n'était pas un comportement normal. La baie était riche en nourriture. Elle n'avait aucune raison de partir, surtout de manière aussi coordonnée. L'anxiété d'Arlena se mua en une peur bien réelle. Elle décida qu'elle ne pouvait plus garder cela pour elle. Elle devait en parler à quelqu'un. Elle appela d'abord le maire de Port-Sauvage, un homme pragmatique nommé Le Guen, un ancien pêcheur qui dirigeait la ville avec un mélange de bon sens et de méfiance envers tout ce qui venait de l'extérieur, y compris la science. « Monsieur le maire, commença-t-elle, sa voix plus pressante qu'elle ne l'aurait voulu. Je suis désolé de vous déranger, mais quelque chose de très anormal se passe avec les baleines. Elles quittent la baie, tout en même temps. Leurs chants sont alarmants. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, suivi d'un soupir las. « Docteur Rousseau, avec tout le respect que je vous dois, ce sont des animaux sauvages. Elles vont et viennent. Le poisson a peut-être bougé, alors elles le suivent. Ce n'est pas la première fois. » « Non, ce n'est pas ça, insista Arlena. C'est différent. C'est un comportement de fuite. Je n'ai jamais vu ça. Je pense que nous devrions peut-être être prudents. Émettre une sorte d'avis. » Le maire rit, un rire sans joie. « Un avis. Basé sur quoi? Sur le fait que vos baleines chantent faux? Les touristes vont adorer. Écoutez, Arlena, occupez-vous de vos baleines, et laissez-moi m'occuper de la ville. » Et il raccrocha. Frustrée mais pas découragée, elle appela ensuite le chef de la coopérative des pêcheurs, un homme nommé Yann, qu'elle respectait pour sa connaissance profonde de l'océan. Sa réaction fut à peine plus encourageante. « Les baleines s'en vont. Tant mieux, dit-il. Elles nous déchirent les filets depuis des semaines. C'est probablement un groupe d'orques qui est dans le coin. Ne vous inquiétez pas, elles reviendront. » Un groupe d'orques. L'explication était plausible. Mais elle ne correspondait pas à ce qu'elle entendait. Les vocalisations des baleines n'étaient pas celles de la peur d'un prédateur. C'était quelque chose de plus grand, de plus diffus. C'était une peur de l'océan lui-même. Personne ne la croyait. Pour eux, elle était juste la femme aux baleines, une scientifique un peu excentrique qui surinterprétait le comportement de ses amis. Le mur de l'incrédulité se dressait devant elle, aussi solide que les falaises de granit de Port-Sauvage. Mais elle ne pouvait pas ignorer ce que ses sens et ses données lui disaient. La symphonie de l'océan était devenue une marche funèbre. Et elle était la seule à en entendre la musique. Le lendemain matin, Arlena se réveilla d'un sommeil agité pour être accueillie par un silence assourdissant. Elle se précipita vers sa console, enfilant son casque. Le silence. Le bourdonnement de ses propres appareils était le seul son qu'elle entendait. Elle augmenta le gain des hydrophones au maximum. Rien. Le silence total. Les baleines étaient parties. Toutes. La supercolonie, qui avait rempli la baie de ses chants complexes pendant des semaines, avait disparu sans laisser la moindre trace acoustique. L'océan, habituellement si vibrant de vie, était devenu un désert sonore. Ce silence était plus terrifiant que la cacophonie de la veille. Ce n'était pas une migration. Une migration est un processus lent, graduel. Certains individus partent, d'autres restent. Mais ceci était une évacuation. Une fuite massive, coordonnée et totale. C'était la confirmation finale, la preuve irréfutable que quelque chose de terrible était en train de se produire, quelque chose que seuls les animaux, avec leur sens infiniment plus subtil, avaient pu détecter. Elle se sentit envahie par une peur froide et viscérale. Elle retourna à ses écrans, non plus pour écouter, mais pour chercher. Si ce n'était pas un prédateur,
Alors quoi? Quelle menace pouvait faire fuir des centaines de créatures de plusieurs tonnes, les poussant à abandonner une zone d'alimentation aussi riche? La réponse ne pouvait être que géologique. Un événement sismique. Une éruption volcanique sous-marine. Un glissement de terrain sous-marin. Quelque chose qui avait changé la nature même de l'eau, ou qui avait produit des ondes de pression que seuls les cétacés pouvaient percevoir. Elle ouvrit le portail en ligne du réseau sismologique mondial. Elle chercha les données des dernières 24 heures. Au début, elle ne vit rien d'anormal dans sa région. Pas de tremblement de terre local. Mais elle élargit sa recherche, regardant l'ensemble de la plaque tectonique. Et c'est là qu'elle le vit. Un événement. Un tremblement de terre majeur, de magnitude 9.1, s'était produit 12 heures plus tôt. Mais son épicentre était à plus de 5000 km de là, au milieu de l'océan Atlantique, le long de la dorsale médio-atlantique. C'était un événement colossal, mais si lointain qu'il n'avait provoqué aucune alerte pour les côtes européennes. Les ondes sismiques de surface, celles qui font trembler la Terre, mettraient des heures à arriver, et seraient probablement trop faibles pour être ressenties. Mais Arlena savait qu'il y avait d'autres ondes. Les ondes P, les ondes de compression primaire, qui voyagent beaucoup plus vite à travers le globe, à travers la croûte terrestre elle-même. Et surtout, il y avait les ondes acoustiques qui se propagent à travers l'océan, le canal SOFAR, cette couche d'eau profonde qui peut transmettre des sons sur des milliers de kilomètres. Les baleines n'avaient pas senti le tremblement de terre. Elles l'avaient entendu. Elles avaient entendu le grondement de la planète qui se déchire, un son de très basse fréquence, inaudible pour l'homme, mais qui, pour elles, avait dû être un rugissement apocalyptique. Et elles savaient ce que ce son signifiait. Un tremblement de terre de cette magnitude, avec un épicentre sous-marin, ne produisait qu'une seule chose. Un tsunami. Son esprit se mit à travailler à une vitesse vertigineuse. Elle fit les calculs. La vitesse d'une vague de tsunami en eau profonde est d'environ 800 km par heure. La distance était de 5000 km. La vague arriverait dans moins de 6 heures. Elle regarda par la fenêtre. Le ciel était clair, la mer était calme. Il n'y avait aucun signe visible du danger imminent. C'était un monstre invisible, silencieux, qui fonçait sur eux à la vitesse d'un avion de ligne. Elle comprit pourquoi les baleines étaient parties. Elles n'avaient pas seulement fui le bruit. Elles avaient fui la vague. Elles s'étaient dirigées vers les eaux profondes, là où la vague de tsunami n'est qu'une ondulation inoffensive à la surface, ne devenant un mur d'eau destructeur qu'en approchant des côtes peu profondes. Les baleines n'avaient pas seulement prédit le tsunami. Elles lui avaient montré le chemin de la survie. Mais la ville de Port-Sauvage, elle, était directement sur la trajectoire. Arlena sentit une vague de panique pour la submerger, une panique si intense qu'elle lui coupa le souffle. 6 heures. Il n'avait que 6 heures avant que le monstre invisible ne frappe la côte. Elle se précipita vers son téléphone, ses mains tremblant si fort qu'elle eut du mal à composer le numéro. Elle appela le centre régional de la sécurité civile. Elle tomba sur un opérateur à la voilasse. Sécurité civile, bonjour. Ici le docteur Arlena Rousseau, de la station de recherche marine de Port-Sauvage, dit-elle, s'efforçant de garder sa voix calme. Je vous appelle pour signaler une alerte tsunami imminente. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Une alerte tsunami, madame? Nous n'avons reçu aucune alerte du Centre national d'alerte au tsunami. Tous nos capteurs sont au vert. Vos capteurs sont trop loin, rétorqua Arlena, sa voix montant d'un cran. Les bouées d'art sont conçues pour détecter la vague lorsqu'elle passe. Il sera trop tard. Il y a eu un séisme de magnitude 9.1 sur la dorsale médio-atlantique il y a 12 heures. J'ai les coordonnées. La vague est en route. Elle arrivera ici dans moins de 6 heures. Madame, un séisme sur la dorsale? C'est très loin. Les modèles ne prévoient aucun impact significatif sur nos côtes. Il n'y a aucune raison de paniquer. Les modèles se trompent. Ils ne prennent pas en compte la topographie sous-marine locale, les canyons qui peuvent canaliser et amplifier la vague. Ma preuve, ce sont les baleines. Toute la population de baleines à bosse a fui la côte cette nuit. C'est un comportement de fuite massif et sans précédent. Elles ont détecté le danger. L'opérateur soupira, un soupir audible de quelqu'un qui a affaire à une folle. Des baleines, madame? Vous basez une alerte tsunami sur le comportement des baleines. Oui, cria presque Arlena. C'est un système d'alerte précoce naturel qui existe depuis des millions d'années. Elles savent. Elles sentent des choses que nos machines ne peuvent pas sentir. Écoutez, docteur Rousseau, nous apprécions votre inquiétude. Nous allons vérifier les données sismiques. Mais je vous demande de ne pas répandre de rumeurs alarmistes. Ne provoquez pas de panique.
Nous vous rappellerons si nous avons de nouvelles informations. Et il raccrocha. Arlena resta là, le téléphone à la main, abasourdie. Le mur de l'incrédulité. Il était encore plus haut, encore plus épais qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne la croyait pas. Il se fiait à leurs modèles, à leurs procédures, à leurs capteurs, et ignorait la preuve la plus évidente, la plus puissante, que la nature elle-même leur offrait. Elle essaya d'appeler le service météorologique national. La même réponse. Scepticisme poli, promesse de vérifier, et un avertissement à peine voilé de ne pas causer de panique. Elle se sentit complètement impuissante. Elle était une Cassandre moderne, une prophétesse de malheur que personne n'écoutait. Elle regarda l'horloge. Le temps filait. Chaque minute de discussion, chaque minute d'hésitation, était une minute de moins pour les habitants de Port-Sauvage pour évacuer. Elle pensa aux pêcheurs qui étaient probablement déjà en mer, inconscients du danger. Elle pensa aux enfants qui jouaient dans l'école près du port. Elle pensa à la ville entière, endormie, vulnérable. Elle ne pouvait pas les laisser mourir. Si les autorités refusaient d'agir, alors elle devait agir elle-même. Mais comment? Comment une femme seule, une scientifique isolée, pouvait-elle convaincre toute une ville de fuir un danger invisible, sur la seule base de sa parole et du chant des baleines? Elle se sentait écrasée par le poids de cette responsabilité. Elle sortit sur sa terrasse et regarda la ville en contrebas. Le port, le marché, l'église, les petites maisons blanches. Un monde paisible, ignorant le compte à rebours qui s'égrenait. Elle devait trouver un moyen. N'importe quel moyen. 5 actes de désobéissance. Arlena passa l'heure suivante dans une agonie de réflexion, arpentant sa petite station de recherche comme un animal en cage. Elle envisagea toutes les options, même les plus folles. Courir dans la ville en criant. On la prendrait pour une folle et on l'enfermerait. Appeler tous les habitants un par un. Elle n'avait pas leur numéro, et cela prendrait trop de temps. Elle se sentait piégée par l'inertie du monde. Sa frustration se mua en une colère froide. Une colère contre la bureaucratie, contre le scepticisme, contre cette arrogance humaine qui consiste à ne faire confiance qu'aux machines et à ignorer la sagesse de la nature. Elle avait passé sa vie à essayer de construire des ponts entre ces deux mondes, à montrer que la science et l'observation de la nature n'étaient pas opposées, mais complémentaires. Et aujourd'hui, ce fossé d'incompréhension menaçait de devenir un tombeau pour des centaines de personnes. C'est alors que son regard se posa sur la place du village, visible depuis sa terrasse. Et au sommet du toit de la mairie, elle le vit. Un objet incongru, une relique d'une autre époque et d'une autre peur. La vieille sirène d'alerte aux tornades. L'île n'était pas dans une zone à tornades, mais la sirène avait été installée dans les années 70, une décision politique bizarre d'un ancien maire qui avait vu un film catastrophe. Elle n'avait jamais servi, à part pour des tests mensuels qui faisaient hurler tous les chiens du village. Elle était rouillée, probablement à peine fonctionnelle. Mais elle avait un avantage immense. Tout le monde à Port-Sauvage connaissait son son. C'était le son de l'alerte maximale, un hurlement strident et angoissant qui ne pouvait signifier qu'une seule chose, un danger mortel et imminent. Si elle parvenait à déclencher cette sirène, elle ne pourrait pas être ignorée. Cela créerait la panique, c'est certain. Mais la panique, dans cette situation, était peut-être préférable à l'ignorance complaisante. C'était un acte de désobéissance civile. C'était illégal. Elle risquait la prison pour fausse alerte et incitation à la panique publique. Elle risquait de perdre sa carrière, sa crédibilité, tout ce pour quoi elle avait travaillé. Et si elle se trompait? Si, par un hasard incroyable, les baleines étaient parties pour une autre raison, et que le tsunami n'arrivait jamais? Elle serait la risée du monde, la femme aux baleines qui avait fait évacuer une ville pour rien. Le doute la rongea. Était-elle vraiment si sûre d'elle? Elle retourna à ses écrans, vérifia à nouveau les données sismiques, les enregistrements des chants des baleines. Les preuves étaient là, accablantes. Le silence de l'océan était la preuve la plus forte de toutes. Elle fit son choix. Elle préférait risquer la prison et le ridicule plutôt que de vivre avec la mort de centaines de personnes sur la conscience. Son plan était simple, mais dangereux. Elle savait que la clé de la sirène et le panneau d'activation manuel se trouvaient dans le bureau du maire, à la mairie. Elle devait s'y introduire, trouver la clé, monter sur le toit et déclencher l'alarme. Elle regarda l'horloge. Il lui restait moins de 4 heures. Elle enfila une veste, prit une petite lampe de poche et une barre de céréales, et quitta sa station. Elle ne regarda pas en arrière. Elle descendit la colline en direction du village, son visage durci par la détermination. Elle n'était plus une scientifique observant le monde. Elle était une actrice, une combattante, entrant en guerre contre le temps et l'incrédulité. La mairie de Port-Sauvage était un bâtiment en pierre solide et sans prétention, qui faisait aussi office de bureau de poste et de bibliothèque municipale. En temps normal,
Ses portes étaient grandes ouvertes. Mais aujourd'hui, à cause de l'alerte volcanique initiale, elle était fermée, et seul un employé municipal de permanence était présent. Arlena entra, son cœur battant la chamade. Elle connaissait l'employé, un homme d'un certain âge nommé Hervé. Elle lui adressa un sourire nerveux. « Bonjour, Hervé. J'ai oublié un livre très important hier. Est-ce que je pourrais juste aller le chercher dans la bibliothèque ?» Hervé la regarda par-dessus ses lunettes. « La bibliothèque est fermée, docteur Rousseau. Ordre du maire. »« Je sais, mais c'est pour mes recherches. C'est urgent. Ça ne prendra qu'une minute. » Son ton était un mélange de supplication et d'assurance. Hervé, qui l'aimait bien et qui était impressionné par son statut de scientifique, hésita, puis céda. « D'accord, mais faites vite. » Il lui ouvrit la porte de la bibliothèque. Mais Arlena ne se dirigea pas vers les étagères. Elle se glissa discrètement dans le couloir qui menait aux bureaux administratifs. Le bureau du maire était au bout du couloir. La porte était fermée, mais pas verrouillée. Elle entra, le cœur battant. Le bureau était petit, encombré de dossiers et de cartes. Sur un mur, elle vit un grand panneau en bois avec une série de clés accrochées. Elle chercha l'étiquette. « Toi, accès sirène. » La clé était là. Elle la décrocha, ses doigts tremblants. Maintenant, le plus difficile, monter sur le toit sans être vue. Elle sortit du bureau et se dirigea vers la cage d'escalier de service. Elle monta les marches 4 à 4, sa respiration sifflante. L'escalier menait à une petite porte métallique qui donnait sur le toit. Elle inséra la clé dans la serrure. La clé tourna avec un grincement de protestation. Elle ouvrit la porte et fut accueillie par un vent froid et une vue imprenable sur la ville endormie. La sirène était là, une grande corne métallique montée sur un poteau, un vestige rouillé pointé vers le ciel. À côté, il y avait un boîtier de commande métallique, lui aussi rouillé. Elle l'ouvrit avec la même clé. À l'intérieur, il y avait un gros interrupteur rouge, protégé par un clapet en plastique. C'était le moment de vérité. Elle hésita une dernière seconde. Elle regarda la mer, calme et paisible sous le soleil de l'après-midi. Rien. Absolument rien n'indiquait le danger. Elle pensa aux baleines. À leur silence. Elle leva le clapet en plastique et avec une détermination farouche, elle abaissa l'interrupteur. Le son fut instantané et d'une violence inouïe. Un hurlement strident, une plainte mécanique qui déchira la paix de l'après-midi, montant et descendant en une pulsation angoissante. Le son se répercuta sur les falaises, envahit la vallée, une alarme de fin du monde. Arlena sentit le son vibrer dans sa poitrine, dans ses os. Elle avait réveillé le monstre endormi. La réaction de la ville fut immédiate. Des portes s'ouvrirent, des gens sortirent dans les rues, leurs visages levés vers le ciel, cherchant la source du danger. La confusion se mua rapidement en panique. Personne ne savait ce qui se passait. Était-ce une nouvelle éruption? Une attaque? Le son de la sirène, associé à l'isolement et à la tension des derniers jours, créa une vague de peur collective. Arlena resta sur le toit, regardant le chaos qu'elle avait déclenché. Elle se sentait à la fois coupable et justifiée. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, mais la vue de la panique en bas lui serrait le cœur. Quelques minutes plus tard, elle entendit des bruits de pas précipités dans l'escalier. La porte du toit s'ouvrit violemment. Le maire Le Guen apparut, son visage rouge de fureur, suivi de 2 gendarmes. « Rousseau, c'est vous qui avez fait ça? Vous êtes folle !» cria le maire, s'avançant vers elle d'un pas menaçant. « Arrêtez-la !» ordonna-t-il aux gendarmes. « Je peux tout expliquer, » dit Arlena, sa voix se perdant dans le hurlement de la sirène. « Il n'y a rien à expliquer. Vous avez créé une panique publique. Vous allez payer pour ça. » Les gendarmes s'avancèrent pour la saisir. Elle ne résista pas. Elle avait fait ce qu'elle pouvait. Le reste n'était plus entre ses mains. Ils la firent descendre, la traitant sans ménagement, et la conduisirent sur la place du village, qui était maintenant noire de monde. La foule était en colère, effrayée. Lorsqu'ils virent que c'était la femme aux baleines qui était la cause de tout cela, la colère se tourna contre elle. C'est elle. La folle. Qu'est-ce qui se passe? Elle était entourée de visages hostiles, une sorcière moderne sur le point d'être jugée par la populace. Le maire essaya de calmer la foule, leur assurant que c'était une fausse alerte, que tout était sous contrôle. C'est à cet instant précis, alors que sa crédibilité était au plus bas et que sa condamnation semblait certaine, que l'océan décida de lui donner raison. Ce fut d'abord un murmure, un grondement sourd et lointain qui sembla venir non pas de la mer, mais de la terre elle-même. Puis, un phénomène étrange et contre nature se produisit. La mer commença à se retirer.
Non pas comme une marée descendante, mais rapidement, comme si quelqu'un avait retiré un bouchon au fond de l'océan. Le port se vida en quelques minutes, laissant les bateaux de pêche reposer sur la vase, comme des jouets échoués. Le bruit cessa. Un silence de mort s'installa sur la place, un silence encore plus terrifiant que le hurlement de la sirène. Tous les regards se tournèrent vers la mer. L'océan avait reculé sur près d'1 kilomètre, exposant des fonds marins que personne n'avait jamais vus, un paysage lunaire de rochers, de sable et d'algues. La colère de la foule se mua en une stupeur glaciale, puis en une terreur pure. Ils comprirent. Ils comprirent que l'avertissement d'Arlena n'était pas de la folie. C'était la vérité. Puis, ils la virent. Une ligne blanche à l'horizon. Une ligne qui grandissait, qui s'élevait, se transformant en un mur d'eau sombre et menaçant, qui fonçait vers eux avec une vitesse terrifiante. Le tsunami. La panique qui suivit fut indescriptible. Mais au milieu du chaos, une voix s'éleva, claire et autoritaire. La voix d'Arlena. Libérée par les gendarmes stupéfaits, elle monta sur les marches de la mairie. « Vers les hauteurs !» cria-t-elle. « Ne prenez rien. Courez. Vers la colline. » Son avertissement, cette fois, fut écouté. La foule se retourna et commença à courir, à grimper les rues escarpées qui menaient aux collines derrière la ville. Ce fut une course désespérée contre la vague. Arlena resta en arrière, aidant les plus lents, les personnes âgées, les familles avec des enfants. Elle était la dernière à quitter la place, jetant un dernier regard sur le monstre d'eau qui était sur le point d'engloutir sa ville. Elle atteignit les premières pentes de la colline juste au moment où la première vague frappa. Le bruit fut celui d'une explosion, un fracas assourdissant de milliers de tonnes d'eau se brisant contre la côte. Le port, le marché, les maisons du front de mer, tout fut balayé, pulvérisé, emporté dans un tourbillon de débris. Depuis la sécurité relative des hauteurs, les habitants de Port-Sauvage regardèrent, horrifiés et silencieux, leur monde être détruit. Mais ils étaient en vie. Tous. Grâce à la femme qu'ils avaient méprisée. Lorsque la mer se retira enfin, laissant derrière elle un paysage de désolation, tous les regards se tournèrent vers Arlena. Il n'y avait plus de colère, plus de mépris. Seulement un respect silencieux et une gratitude infinie. Elle n'était plus la femme aux baleines. Elle était leur sauveuse. La prophétesse qui avait su écouter le chant de l'océan. Elle regarda l'horizon, pensant au géant silencieux qui l'avait averti et qui était maintenant loin, en sécurité dans les profondeurs. Elle avait été leur interprète. Et dans le silence après la vague, elle sentit une nouvelle connexion, plus profonde que jamais, avec le monde mystérieux qu'elle avait passé sa vie à essayer de comprendre.